En 2010, Haïti est frappé par une épidémie de choléra qui touche plus de 800 000 personnes et en tue plus de 10 000. Mais ce choléra n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Alors d'où vient-il ? Comment une maladie disparue d'Haïti depuis plus d'un siècle a-t-elle pu réapparaître aussi brutalement ? La vérité, c'est que ce sont des casques bleus de l'ONU qui ont introduit la maladie dans le pays. Et ça, on a essayé de vous le cacher pendant des années. Pendant que les Haïtiens enterraient leurs morts, l'ONU affirmait qu'elle n'y était pour rien, sauf que les preuves racontent une autre histoire, une histoire dérangeante. Dans cette vidéo, on va revenir sur les ravages de cette épidémie et sur la manière dont les casques bleus l'ont introduite en Haïti en remontant pas à pas le fil des événements. Comment cela a-t-il été possible et surtout pourquoi a-t-on tout fait pour étouffer la vérité ? Le 14 octobre 2010, dans un petit village paisible près de Mirebalais, un jeune homme de 20 ans tombe soudainement malade. Il a la diarrhée. Il arrive à l'hôpital totalement déshydraté. Rien n'explique son état. Dans les heures qui suivent, 6 autres habitants du même village sont admis avec exactement les mêmes symptômes. On parle alors d'une maladie mystérieuse, de la diarrhée. Pas n'importe laquelle, une diarrhée abondante et violente. Les malades se vident littéralement et meurent en quelques heures. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que ces cas arrivent tous dans le même périmètre. Le 19 octobre, cette maladie locale devient régionale. Les hôpitaux du département de l'Artibonite voient arriver des dizaines de nouveaux malades, transportés à la hâte par leurs familles, parfois inconscients, parfois déjà trop faibles pour parler. Le personnel médical débordé constate que les patients arrivent dans un état de déshydratation extrême, avec des yeux enfoncés, la peau desséchée, presque des squelettes. On dirait qu'ils avaient perdu plusieurs kilos en une seule journée. Malgré les efforts des médecins, certains malades meurent dans les minutes qui suivent leur arrivée. Dans les jours suivants, les malades continuent d'affluer. Les salles d'attente se remplissent, les couloirs aussi. Certains agonisent sur des nattes posées à même le sol. Le 22 octobre, la presse commence à parler d'une maladie disparue dans le pays depuis plus d'un siècle, le choléra. Cela paraît impossible. Le pays n'avait connu aucun cas de cette maladie depuis des générations. Pourtant, les symptômes ne trompent pas. Il s'agit bien du choléra. Très vite, il devient clair que le fléau ne se limite pas au village où tout a commencé. La maladie descend le long du fleuve de l'Artibonite, frappe un village, puis un autre, puis une commune entière. En quelques semaines, elle atteint d'autres départements. Le choléra voyage avec l'eau et l'eau circule partout. Au début, on parle de quelques dizaines de morts, puis les chiffres grimpent. Des centaines, ensuite des milliers. Les autorités sanitaires et les ONG comprennent alors qu'Haïti fait face à la pire épidémie de son histoire moderne. Une épidémie qui continuera de s'étendre sans que personne ne comprenne encore, à ce moment-là, comment une maladie disparue du pays depuis plus de 100 ans a pu ressurgir soudainement et avec une telle violence. À l'automne 2010, quelques mois après le tremblement de terre qui a dévasté le pays, un nouveau contingent de soldats népalais vient renforcer la MINUSTAH, la mission onusienne installée en Haïti à ce moment-là. Ce groupe de casques bleus népalais compte 1200 soldats. Certains d'entre eux étaient porteurs du choléra sans être vraiment malades. C'était ce qu'on appelle des porteurs sains. C'est-à-dire, la bactérie est présente dans leur organisme, mais ils ne sont pas malades pour autant. Ils peuvent toutefois transmettre la maladie, c'est ce qui va d'ailleurs se passer. Il faut préciser que ces soldats n'avaient subi aucun dépistage du choléra avant leur départ, alors qu'à ce moment-là sévit au Népal une épidémie de choléra. C'est très grave. Ils ont certes subi des tests, mais c'était des tests d'aptitude, pas de dépistage du choléra. Envoyer des gens porteurs d'une maladie mortelle extrêmement contagieuse dans un pays très fragile sur le plan médical et sanitaire est extrêmement grave. Déjà, pour cette seule raison, la responsabilité de l'ONU est lourde. Petite mise au point. Il ne s'agit aucunement ici d'accuser les soldats népalais qui sont de simples soldats qui obéissent aux ordres. Ils n'avaient pas choisi de venir en Haïti. L'ONU est le seul responsable de cette affaire. Donc, ces casques bleus népalais arrivent en Haïti le 9 octobre. 400 d'entre eux vont s'installer dans un camp situé dans un petit village d'une vingtaine de maisons près de Mirebalais. Et là, il y a des ruisseaux qui vont directement dans le fleuve de l'Artibonite.
Et on va découvrir par la suite qu'autour du camp des soldats, il y avait des matières fécales et leur système d'évacuation d'eau usée avait des fuites. Pire, les latrines qu'utilisaient ces soldats se déversaient directement dans une petite rivière du village qui alimentait le fleuve de l'Artibonite. Et c'est ainsi que la rivière a conduit la bactérie vers Mirebalais, puis vers les rizières où beaucoup de gens travaillent dans une chaleur étouffante et où ils boivent l'eau de la rivière contaminée par les soldats. À partir de là, tout va très vite. En quelques jours, on compte déjà plus de milliers de cas à Saint-Marc. Puis, ça s'est répandu un peu partout jusqu'à atteindre 450 cas par jour en quelques semaines. L'épidémie a immédiatement explosé parce que les habitants utilisaient l'eau de la rivière pour leurs besoins quotidiens. Très vite après l'apparition des premiers cas de choléra, le flou sur l'origine de l'épidémie a alimenté des rumeurs dans la population. Et comme c'est souvent le cas en Haïti, dès qu'il y a un peu de mystère et des malheurs, le vaudou devient tout de suite le bouc émissaire. C'est ainsi que de nombreux Hongans ont été lynchés, accusés à tort d'avoir causé la maladie. 45 personnes ont été tuées à coups de machette. Ces violences ont eu lieu surtout dans la Grand'Anse. Il faut dire aussi que les gens étaient traumatisés, surtout qu'ils ont vécu quelques mois plus tôt un grand drame, le séisme du 12 janvier. Et puis le choléra était une maladie inconnue en Haïti. Le dernier cas de choléra dans le pays date de plus d'un siècle, on l'a dit. Le contexte était propice à la peur, à l'angoisse et aux explications surnaturelles. Donc, les vaudouisants étaient des coupables idéaux. Mais on peut aussi se demander si le fait que l'ONU, à ce stade, avait refusé d'aborder la question de l'origine népalaise de l'épidémie, n'a-t-il pas exacerbé les peurs et favorisé les accusations de sorcellerie? Dans ce contexte de panique, les accusations contre la MINUSTAH commencent à apparaître. Très tôt, les Haïtiens désignent le contingent népalais comme la cause de l'épidémie. L'ONU balaie d'un revers de main les accusations. Les médias occidentaux parlent alors de rumeurs, comme cet article du Monde. Dans un excès de zèle, la ministre haïtienne des Affaires étrangères de l'époque, Marie-Michel Rey, a affirmé qu'il était absolument impossible que la maladie ait été apportée par des humanitaires venant d'autres pays. Absolument impossible, nous dit la ministre. Ce ton péremptoire est agaçant parce qu'à ce stade, elle ne devrait écarter aucune hypothèse, mais elle a préféré mettre en jeu sa crédibilité pour plaire à la MINUSTAH. Elle a parlé trop vite. On confirmera plus tard que l'épidémie est bel et bien importée par les casques bleus népalais. À l'époque, contrairement au gouvernement haïtien, dès les premières semaines de l'épidémie, une grande partie de la population haïtienne est convaincue que la maladie a été importée par les casques bleus de la MINUSTAH. Cette certitude populaire émerge immédiatement, avant même que des experts ne mènent des investigations. Dans les rues de Port-au-Prince et du nord du pays, des manifestants scandent des slogans hostiles à la MINUSTAH et accusent spécifiquement le contingent népalais installé près de Mirebalais d'être la cause de la maladie. Le sentiment d'être victime d'une contamination étrangère est si profondément ancré que lors d'une manifestation en novembre 2010, un manifestant crie « L'ONU est venue ici pour nous tuer, pour nous empoisonner ». Cette idée que la maladie a été importée par les casques bleus, d'abord rejetée ou minimisée par l'ONU et les médias occidentaux, sera pourtant confirmée par la suite par des enquêtes épidémiologiques et génétiques identifiant la source népalaise comme l'origine de l'épidémie. Cette conviction que l'ONU est responsable de l'épidémie nourrit une vague de manifestations qui dégénèrent parfois en affrontements violents avec la MINUSTAH. Des centaines de jeunes dressent des barricades, jettent des pierres sur les soldats et bloquent les routes, tandis que les casques bleus répliquent avec des gaz lacrymogènes et des tirs. À Port-au-Prince, les affrontements se déroulent parfois jusque dans les camps des déplacés ravagés par le séisme. 3 personnes sont tuées au Cap-Haïtien. Un commissariat est incendié et une foule menace de prendre d'assaut une base de l'ONU. Cette colère montre bien que les gens avaient la certitude que l'épidémie a été causée par la MINUSTAH. La première réaction de l'ONU face à la mobilisation populaire et aux accusations a été de qualifier de rumeur la thèse selon laquelle la maladie a été importée par ces casques bleus. Dès le 22 octobre, la MINUSTAH indique que l'épidémie avait démarré en septembre à Saint-Marc avant l'arrivée des Népalais. C'est une fake news. Les toutes premières données disponibles indiquaient que l'épidémie a démarré le 22 octobre près de Mirebalais, dans le village où se trouvaient les Népalais.
La MINUSTAH a fait reculer dans le temps le début de l'épidémie et l'a déplacé à Saint-Marc afin d'écarter l'hypothèse d'une contamination par les casques bleus. Souvenez-vous, les Népalais sont arrivés en Haïti le 9 octobre. Donc si l'épidémie commence en septembre, ils ne peuvent pas en être la cause. Mais c'est sans compter sur la mobilisation populaire et le travail remarquable d'un des plus grands spécialistes du choléra, le docteur Renaud Piarou. Quand le choléra apparaît en Haïti en octobre 2010, personne ne comprend vraiment d'où il venait. Plusieurs explications circulaient et c'était la panique comme on l'a vu plus haut. C'est dans ce contexte que l'épidémiologiste français Renaud Piarou est envoyé en mission pour éclaircir la situation. Dès son arrivée, Piarou va sur les lieux des premiers cas, interroge les habitants, analyse les données médicales et remonte le fil de la propagation. Cette méthode très concrète lui permet de comprendre quelque chose d'essentiel. L'épidémie n'a pas commencé partout en même temps, mais en un point très précis. Il montre que les premiers cas sont localisés près du camp des casques bleus népalais et que par la suite l'épidémie va être propagée à cause de la contamination de la rivière par les soldats de l'ONU, comme je vous l'ai raconté plus haut. Son enquête a été la première démonstration solide et scientifique d'une origine humaine de l'épidémie. Son travail a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance internationale de ce qui s'est réellement passé. Il a détaillé tout son travail dans cet ouvrage Choléra, Haïti 2010, histoire d'un désastre. Je vous invite à lire ce livre afin de creuser un peu plus le sujet. Toujours pour noyer le poisson, on nous explique que le choléra qui frappe Haïti est lié au réchauffement climatique. Selon cette théorie, plus il fait chaud, plus les eaux sont chaudes, plus les bactéries se multiplient dans l'eau et au contact de l'homme, ça développe des maladies comme le choléra. L'épidémie ne serait pas due à l'arrivée des personnes infectées, mais à un réveil naturel de la bactérie dans l'environnement. Voilà un argument qui devrait mettre tout le monde d'accord. Si c'est la nature, c'est la fatalité, personne n'est responsable. Et en plus, la thèse paraissait scientifique et collait bien avec le discours ambiant sur le climat. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Mais sauf que plusieurs enquêtes ont prouvé le contraire. Si la source avait été environnementale, on aurait eu une apparition diffuse, progressive. Mais ce n'était pas le cas. En Haïti, l'apparition de l'épidémie a été brutale, localisée dans un espace précis, c'est-à-dire dans le village où se trouvaient les casques bleus népalais. Et surtout, c'est le plus important, plusieurs analyses génétiques ont montré que la souche haïtienne du choléra était identique à la souche népalaise de la maladie. Fin de l'histoire. Malgré plusieurs enquêtes montrant que ce sont les soldats népalais qui ont introduit le choléra dans le pays, il faudra 6 années de débats, de pression et d'accumulation de preuves pour que l'ONU reconnaisse enfin sa responsabilité. Entre 2010 et 2013, l'ONU adopte une position prudente. Elle affirme qu'il est impossible de déterminer l'origine exacte de l'épidémie. Plusieurs raisons expliquent cette position. La crainte de devoir reconnaître une faute grave, le risque financier immense, indemnisation des victimes, la crainte d'établir un précédent juridique et la volonté de ne pas fragiliser la mission de maintien de la paix en Haïti. Pendant cette période, l'organisation se concentre sur la gestion de la crise sans aborder directement la question de l'introduction de la maladie. Dans le même temps, des Haïtiens victimes du choléra, leurs proches et des associations déposent plainte aux États-Unis afin d'obtenir réparation. Les tribunaux américains les déclarent irrécevables au nom de l'immunité de l'ONU. Finalement, l'accumulation de preuves scientifiques, surtout le travail de Renaud Piarou, amène l'ONU à modifier sa position. Le 1er décembre 2016, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général Ban Ki-moon prononce un discours où il présente ses excuses officielles, les excuses officielles de l'ONU au peuple haïtien et reconnaît clairement que l'organisation a joué un rôle dans l'introduction du choléra en Haïti. Il annonce également un nouveau programme d'aide destiné à lutter contre la maladie et à soutenir les communautés touchées. Au nom des Nations Unies, je vais vous le dire très clairement. Nous nous excusons auprès du peuple haïtien. Nous n'avons tout simplement pas fait assez.
concernant l'épidémie de choléra et sa propagation en Haïti. Nous sommes profondément désolés pour notre rôle. C'est la première fois que l'ONU reconnaît une faute de cette ampleur dans l'une de ses missions. Mais disons-le tout de suite, l'organisation a simplement reconnu une faute morale. Pas de responsabilité juridique, pas d'indemnisation des victimes. Cet aveu de l'ONU, même s'il est fort symboliquement, n'efface pas les souffrances causées par l'épidémie qui a fait, selon les chiffres officiels, plus de 10 000 morts et 800 000 malades. Une estimation très largement sous-estimée d'après Renaud Piao. De 2010 à 2016, Haïti a eu plus de cas de choléra que toute l'Afrique réunie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la catastrophe. Une simple excuse publique ne peut pas effacer ce drame. Soit dit en passant, le programme d'aide annoncé en grande pompe par l'ONU pour améliorer l'accès à l'eau en Haïti et soutenir les communautés touchées, eh bien ce programme n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais en Haïti, on n'oublie pas. Le choléra a laissé une trace profonde, non seulement dans les familles des victimes, mais aussi dans la mémoire collective du pays. En 2013, pour rendre hommage aux victimes, l'artiste haïtien Josué Blanchard réalise une sculpture intitulée « Le Résistant », installée à Port-Salut. L'œuvre représente un homme debout, le poing gauche levé vers le ciel dans un geste de défi. De sa main droite, il brandit un mât planté dans un casque bleu portant l'inscription « MINUSTAH choléra ». Sous le casque, une accumulation de crânes symbolise les milliers de morts de l'épidémie. Cette sculpture n'est pas seulement un monument, c'est un cri. Une manière de dire que la catastrophe ne sera pas effacée par quelques excuses tardives, ni par des promesses non tenues. C'est le cri d'un peuple qui refuse qu'on enterre la vérité. Merci de m'avoir accompagné dans cette page d'histoire tragique. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.